Donc, première question, Boulier, votre première rencontre avec le numérique, ça s'est passé comment? Alors, en réalité, certains diraient non, c'est pas le numérique, mais si, c'était le numérique. J'ai travaillé sur les expérimentations du Minitel à Rennes. Et à partir de là, eh bien, on a inventé des méthodes pour essayer d'observer les gens en situation d'usage pour le Minitel, pour comprendre comment ils se débrouillaient. Et en réalité, c'est la ligne de mes travaux après, parce que c'est toujours comment on arrive à s'approprier une technologie comme ça, qui était du numérique déjà, mais d'un certain type, puisque c'était une architecture qui n'était pas du tout Internet. Et c'est pour ça qu'effectivement, tout le monde considère que c'est évident, c'était voué à l'échec, mais pas du tout. Ça a très bien marché. Voilà. Il y avait déjà beaucoup de pré-Internet dans le Minitel, qui était aussi, moi, ma première interaction avec le numérique, mais je n'y pensais plus spontanément, effectivement, alors qu'il y a une continuité dans la forme de l'objet et dans l'usage. Oui. Alors, vous, de votre côté, et à quel moment vous avez été sûr que vous vouliez travailler dans le secteur du numérique? Je ne travaille pas dans le secteur du numérique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette question? Mais justement, je trouve qu'elle n'était pas absurde, parce que d'abord, je trouve amusant qu'elle soit posée spontanément à tout le monde. Mais en fait, ce dont j'ai été sûr, il y a quelques années, c'était que quel que soit le secteur dans lequel on travaille, il fallait se poser la question de ses relations avec le numérique. Qu'on soit dans l'administration, dans l'entreprise, dans le social, dans l'associatif, dans l'enseignement, dans quelle que soit l'activité. Si là où on est, on ne s'intéresse pas à deux choses qui sont, un, la transformation environnementale, deux, la transformation numérique, on va soit très vite regarder les trains passer, soit se faire écraser par le train lui-même en mouvement. Et inversement, si, quel que soit le secteur dans lequel on est, on s'intéresse à ce que ces deux grandes transitions, chacune avec ses spécificités, mais permettent de faire, ce qu'elles permettent de transformer de l'activité elle-même et ce en quoi notre activité peut contribuer à rendre le changement climatique moins désastreux, la transition numérique plus juste, favoriser l'émancipation des personnes, eh ben, on a un rôle utile dans son secteur, chacun où on est. D'accord. Alors, d'après vous, quelle est l'œuvre qui parle le mieux du numérique? Alors, celui du Minitel ou celui d'après, que ce soit une série, un livre ou autre. Alors non, effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de série sur le Minitel d'ailleurs, ça serait intéressant, parce qu'il y en avait des choses passionnantes. Et Xavier Niel pourrait nous en dire des choses d'ailleurs, mais bon. Mais non, ce que je pense, c'est à Mr. Robot, la série Mr. Robot, qui m'a beaucoup impressionné, surtout parce que vraiment, il met en scène ce que peuvent faire les hackers, ce que peut être une véritable attaque. Et c'est assez passionnant. Et surtout, on voit très bien les conséquences de l'absence de sécurité des réseaux. Ce qui est une obsession chez moi, c'est-à-dire de dire on a construit des réseaux pour la vitesse, pour l'échange tous azimuts, à tout prix pour le business, mais on n'a jamais pensé aux questions de sécurité. Et alors là, et donc de votre côté, la question c'est votre dernière envie de déconnexion. Tout le temps. Ce matin dans le train pour venir, y compris cet après-midi en recevant encore des mails, l'envie de déconnexion, elle est aussi intense que la connexion elle-même, parce que ce que le numérique sous ses formes actuelles a créé qui n'existait pas de la même façon, c'est le push. Je suis de la génération qui a basculé, qui a eu une période sans smartphone, puis qui ensuite a connu le smartphone avec donc le push qui arrive partout. Ça nous met dans une situation où notre capacité de concentration durable sur une activité, qu'elle soit intellectuelle ou autre, est, de ce que j'ai prouvé personnellement, considérablement dégradée par rapport à ce que j'ai pu connaître dans mes années d'études où il n'y avait pas le Wi-Fi en bibliothèque, on était sur des ordinateurs mais qui n'étaient pas tout le temps connectés à Internet et qui permettaient de bosser 4-5 heures sur un texte, sur une leçon, sur un commentaire de texte, etc. Ce qui n'est pas impossible aujourd'hui, mais qui demande un effort que, en tout cas, avec l'hygiène numérique que j'ai, reste extrêmement difficile. Donc l'envie de déconnexion, elle est constante. Je suis très sensible à ça, puisque vous parlez, effectivement, j'ai écrit un livre sur l'emprise des réseaux sociaux, qui porte justement sur cette question-là des notifications, c'est-à-dire de l'alerte et du rythme, et pas seulement du volume d'informations, ou des mauvaises informations, mais le seul fait que le rythme nous capte, nous met dans un stress qui finalement paralyse tout un tas de possibilités et perturbe beaucoup d'autres possibilités de que j'appelle des régimes d'attention. Et donc à ce moment-là, il y a des choses sur lesquelles on perd, quoi. Ça c'est clair. Sujet directement lié à celui qu'on vient d'évoquer. D'après vous, est-ce qu'on va désaccélérer le numérique dans le futur? Quel enchaînement magnifique. Eh bien, effectivement, c'est vraiment la question clé. C'est-à-dire qu'il y a l'accélération au sens technologique global de l'innovation, etc. Mais il y a l'accélération de l'écosystème mental que l'on a produit
à travers ce type de réseau qui est particulier, qu'on aurait pu designer autrement, et avec une pression au rythme élevé et à la réactivité qui est absolument terrible. La question, c'est plutôt justement d'avoir des outils de décélération et d'avoir, un peu comme vous disiez tout à l'heure à propos du fait que je veux pouvoir me déconnecter, se déconnecter, mais dans le sens aussi ralentir cette pression des alertes. Et moi, je propose, j'ai des solutions dans ce domaine-là qui reposent sur le design même des interfaces, l'obligation des plateformes pour faire ça. D'après vous, pourquoi est-ce que c'est difficile de construire vraiment un numérique d'intérêt général ? Bien, parce que d'une part, on a choisi une voie, disons à partir de 1996, qui est un numérique marchand, où les grandes puissances économiques qui se sont construites, qui ne sont pas forcément nées auparavant, mais qui sont fondées sur la publicité, sur les revenus, sur les investissements qui sont nés, elles ont de fait bloqué un peu les possibles, et c'est ça le problème. Qu'elles existent et qu'il y ait d'Internet marchand, ce n'est pas le problème, mais que ça rende difficile l'émergence d'un Internet et de numérique en commun qui forcément doit sortir de la logique marchande, sinon je ne l'imagine pas autrement, et bien à partir de ce moment-là, les possibles se réduisent. On le sait, c'est pour ça qu'on dit que effectivement les monopoles des GAFAM et d'autres grandes firmes, en fin de compte, sont des freins à l'innovation, puisque de fait, y compris quand elles marchent, dans les marges justement, y compris des marges en commun, hop, à ce moment-là, elles sont récupérées, achetées, et puis voilà. Donc on se retrouve dans une contrainte comme celle-là, c'est-à-dire que la puissance existante freine la diversité, le pluralisme, etc. Alors que précisément en Europe, une chose que l'on pourrait faire, c'est justement de se dire, on va inventer un autre type de numérique, et à ce moment-là, on démultiplie, on apporte un appui public, là par contre avec les ressources du public, pour d'autres architectures du numérique qui soient basées sur les pouvoirs des collectifs. Et là, la créativité est énorme. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.